Croissance économique. Adam Smith s'interroge sur la cause de la richesse des nations en 1771. François Pérou, lui, désigne la croissance comme un processus complexe de long terme qui permet à un pays de proposer à sa population une gamme sans cesse élargie de biens et de services. La croissance économique correspond à l'augmentation des richesses produites au cours d'une année, donc PIB, produit intérieur brut. C'est une donnée macroéconomique, agrégat. Microéconomique est à l'échelle civile, tandis que macroéconomique, c'est à l'échelle d'un pays. Nous pouvons distinguer deux types de PIB. PIB nominal, PIB réel. Le PIB nominal est exprimé en euros courants, c'est-à-dire sans tenir compte de l'inflation, tandis que le PIB réel est lui exprimé en euros constants, c'est-à-dire qu'il tient compte de l'inflation. Le niveau de vie progresse lorsque le PIB par habitant progresse, et lorsque la croissance du PIB reste supérieure à la croissance de la population. Depuis François Pérou, il est habituel de distinguer la croissance du développement. La croissance, c'est le niveau de vie, par exemple le salaire. Le développement, c'est le mode de vie, ce qu'on fait de ce salaire. De plus, pendant les 30 Glorieuses, Jean Fourastier, la France et l'Europe ont connu une croissance économique exceptionnelle. Cependant, ce n'est pas un acquis constant, c'est un phénomène cyclique. Historiquement, la hausse de la production a permis une hausse du niveau de vie par le biais d'une hausse des revenus. Mais pour avoir un impact significatif sur le niveau de vie, la croissance doit être durablement élevée. La croissance apparaît également comme une condition indispensable pour sortir du sous-développement, dans la mesure où elle permet de dégager des riches nouvelles qui seront utilisées à l'amélioration du bien-être des individus, confère à la politique de redistribution et de remise en place de services. La croissance n'est pas la seule condition nécessaire au développement. Ensuite, Simon Kuznets, pour lui principalement le progrès technique qui va permettre d'offrir une diversité croissante de biens. Le développement implique que les changements structurels qui l'accompagnent ont un contenu positif entraînant une amélioration générale des conditions de vie. Confère mouvement vers le haut de tout l'ensemble du corps social, G. Nirdal. Ensuite, nous pouvons distinguer deux types de croissance. Croissance extensive, intensive. Intensive, on produit plus sans plus de facteurs de production. Extensive, on produit plus avec plus de facteurs de production, donc travail, capital. Cependant, la croissance n'est pas le simple résultat de l'accumulation des facteurs. Elle est également la conséquence du progrès technique pour la hausse de la productivité globale des facteurs, PGF. Facteur travail égale main-d'œuvre. Facteur capital regroupe les biens de production durables qui participent à plusieurs cycles de production. C'est un investissement. Quantité de facteur travail, nombre de travailleurs et leur nombre d'heures. Tandis que la quantité de facteur capital, c'est le nombre de machines, équipements et leur cycle de production. Donc PGF, productivité globale des facteurs. Ça désigne la part de la croissance économique qui n'est pas expliquée par l'accroissement des facteurs de production. Il faut bien faire la distinction entre production et productivité. Production, c'est par exemple une production de 100 voitures, et la productivité, c'est 10 voitures par employé. 100, donc la production sur le nombre d'employés. Ensuite, selon Robert Solow, la croissance provient du progrès technique. Il n'explique pas l'origine de ce progrès technique. Pour lui, c'est un résidu inexpliqué et il la considère même comme une manne tombée du ciel, une parole de Dieu. On sait que ça existe, mais on ne voit pas le résultat. Ce progrès technique serait exogène, donc serait influencerait. Ensuite, la croissance repose sur l'augmentation de la quantité des facteurs de production, soit une amélioration de l'efficacité de ces facteurs dans la combinaison productive, soit les deux, par exemple 30 Glorieuses. La contribution négative des heures travaillées s'explique par le recul continu du temps de travail. Le progrès technique est synonyme d'innovation, de produits et de procédés, mais aussi d'augmentation de la productivité. Alors, il faut faire la distinction entre invention et innovation. Invention, c'est appartient au domaine de la découverte scientifique. Elle consiste à l'apparition d'un objet ou d'un procédé
qui n'existait pas auparavant, tandis que l'innovation correspond quant à elle à l'utilisation économique d'une invention. Donc c'est la vente de l'invention. Et ceci améliore les facteurs de production, les méthodes de production ou même les méthodes de travail. Phénomène de destruction créatrice, Schumpeter. Une entreprise non rentable, mode de production obsolète, ça dégage face au renouveau. La destruction, ceci est coûteux à court terme, mais à long terme contribue au processus de croissance, à l'emploi, à la société. Effet d'entraînement. Le progrès technique peut donc être une menace pour l'emploi du fait de la substitution du capital travail, employé, machine, de l'augmentation de la productivité qu'il entraîne et des besoins de main-d'œuvre qu'il requiert au détriment de l'emploi non qualifié, qui sont maintenant substituables. Par exemple, on peut voir ça avec l'ubérisation, moins de taxis, plus d'Uber. Le progrès technique est donc biaisé en faveur du travail qualifié, donc ce qui crée plus d'inégalités de revenus, et ceci confère la dualisation, polarisation du marché du travail. C'est quand coexistent deux types de marchés cloisonnés et aux logiques de fonctionnement différentes. Distinction du marché primaire, secondaire. Ensuite, selon Max Weber, il y a une rationalité en finalité. La croissance se développe que si un cadre favorable se met en place et si celui-ci a du sens pour des agents économiques. Alors selon les classiques, le marché fonctionne tout seul. Mais aujourd'hui, il existe la présence d'institutions marchandes qui vont réguler et fixer les règles du jeu et protéger les droits des acteurs économiques. Donc acteurs économiques, État, entreprises, ménages, tout ça. Donc ceci confère au droit de propriété. Or, pour des North, N-O-R-T-H, les institutions englobent les règles officielles d'une société. Entre parenthèses, constitution, législation, etc. Ces prescriptions officieuses, donc conventions, traditions. Les institutions ainsi que les pouvoirs publics puissent contribuer dans un environnement favorable au progrès technique et aux innovations par l'adoption de différentes mesures. Par exemple, la recherche publique pour l'investissement dans l'éducation, la formation, etc. Ensuite, le brevet. Le brevet, il récompense la propriété intellectuelle et donc l'effort des innovateurs en leur donnant des droits permettant de diffuser leur création grâce à un monopole d'exploitation provisoire. Ceci confère au rang de monopole et monopole provisoire, phénomène schumpeterien. Sans ça, n'importe quelle autre entreprise pourrait à son tour utiliser cette innovation sans en avoir à en supporter les coûts. Il existe une pluralité favorable à la croissance. Les tribunaux, comme les tribunaux, État de droit, la Banque centrale, européenne, française, la sécurité sociale, etc., etc. Ces différentes institutions permettent de créer des marchés, de les réglementer, de les légitimer et de les stabiliser. A l'inverse, l'absence d'institutions ou d'institutions défaillantes peut enfermer le pays dans une situation de mal développement. Or, l'état de droit. L'état de droit est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Chacun est soumis aux mêmes droits, que ce soit les individus ou la puissance publique. Alors ceci évoque une corrélation positive entre état de droit et PIB par habitant. Plus un pays présente les caractéristiques du contexte démographique, plus son PIB est élevé. Donc sort du sous-développement et de la pauvreté. Alors ensuite, les entrepreneurs schumpeteriens. L'entrepreneur n'a pas d'autre fonction que de réaliser ses innovations. C'est comme ça que décrit les entrepreneurs selon Schumpeter. L'entrepreneur capitaliste essaye, au moyen de la recherche-développement, de tenir à distance ses concurrents par la mise au point de nouveaux produits pour détenir ainsi une situation certes temporaire, mais de seul acteur du marché, rente de monopole. L'investissement dans le capital physique ne suffit pas. Il faut bien faire la différence de croissance endogène et croissance exogène. Exogène, Robert Solow. Croissance endogène ne tombe pas du ciel, c'est le résultat de comportements et de décisions d'agents économiques. À l'inverse de la croissance exogène. Le capital humain, G. Becker. C'est la compétence, l'expérience et le savoir. L'incitation fiscale, ça encourage la recherche et le développement. Par exemple, les crédits d'impôt.
La croissance économique productiviste, donc c'est ce qui caractérise nos sociétés. C'est durable et soutenable. La croissance économique et démographique provoque des dégâts environnementaux par le biais d'externalités négatives. Par exemple, GES, gaz à effet de serre, érosion de la biodiversité, etc. Elle provoque également l'épuisement des ressources ainsi que des catastrophes naturelles. L'humain consomme aujourd'hui plus de capital naturel qu'il n'en a à sa disposition. On vit au-dessus de nos moyens. On vit à crédit. Par exemple, le jour du dépassement, c'est le 28/07/2022. Alors, externalité, ça désigne une conséquence positive ou négative d'un agent économique sur le bien-être de la collectivité, sans que cet impact soit pris en compte par le marché, ne donne pas lieu d'indemnisation ou de compensation. Alors, il faut bien différencier ressources renouvelables de non renouvelables. Un bien commun, qu'est-ce que c'est? C'est la ressource rivale, mais dont la consommation est non excluable. C'est le cas notamment des ressources naturelles, par exemple poissons, ressources halieutiques, forêts, etc., etc. Ensuite, soutenabilité faible, forte. Faible, capitaux substituables. Forte, capitaux non substituables. Soutenabilité faible, l'homme peut s'en passer grâce aux progrès techniques de la nature. En gros, il va trouver des moyens de remplacer ceci. C'est la pensée néoclassique. Ensuite, il y a l'efficience énergétique. La soutenabilité forte, c'est le capital naturel doit être préservé car il ne peut pas être remplacé. Donc prendre des décisions pour un développement durable s'avère long et difficile. Si les politiques semblent conscientes de la nécessité de changer notre modèle de développement, bien peu sont prêts à prendre des décisions adéquates pour modifier notre mode de vie.